bonjour Marc. Bonjour Vidal. J'ai le plaisir de t'interviewer aujourd'hui à la Gaîté Lyrique. Et avant de démarrer, j'aimerais que tu me présentes ton cabinet d'avocat et son lien avec la blockchain. J'ai créé Bamboo & Bees en 2009, le 1er janvier 2009, pour aider tous ceux qui vont permettre le changement dans le 21e siècle, et notamment toutes les startups et tous les créateurs. Les blockchains sont un élément majeur de changement, c'est un nouveau paradigme qui s'annonce. Il était donc normal qu'on s'y intéresse, et qu'on s'y intéresse même de tellement près que je suis à l'initiative de deux associations. Une association française qui s'appelle France BlockTech et une association mondiale qui s'appelle World of Blockchain, qui a pour but de fédérer tous les acteurs des blockchains au plan mondial. Parce qu'il est important que l'on puisse dialoguer, échanger et, le cas échéant, faire pression sur les gouvernements, les institutions internationales, de manière à favoriser l'éclosion d'un écosystème réellement efficace et développer des blockchains. Mon idéal, mon objectif, c'est de faire en sorte que tous les gosses de la planète puissent, à court terme, développer des applications pour les blockchains, comme aujourd'hui ils développent des applications pour smartphone. Parce que ce sera bien plus utile. Très bien, merci pour ces éclairages. Dans un premier temps, j'aimerais parler avec toi du Bitcoin. Quelle est selon toi la définition juridique du Bitcoin? Est-ce que c'est un actif ou une monnaie? Définition juridique, je ne sais pas. Mais on peut essayer de réfléchir par comparaison. Le Bitcoin, c'est d'abord une unité de compte. On a connu des unités de compte en économie. Il n'y a pas si longtemps, il y avait l'ECU, le European Currency Unit, qui était l'ancêtre de l'euro. C'était une unité de compte qui servait juste à créer des droits et à comptabiliser des droits au sein de la communauté européenne, avant l'existence de l'Union européenne. Il y a aussi une autre dimension, en plus de l'unité de compte, c'est celle de valeur d'actif. Un Bitcoin, c'est un actif. En ce sens, on pourrait presque le comparer à un droit de tirage spéciaux tel qu'on le connaît maintenant au FMI, dans le système qui a succédé à Bretton Woods depuis 1969. C'est-à-dire qu'il y a une valeur, qui est une valeur de réserve, dont le cours varie en fonction de différents paramètres. Pour les DTS, les droits de tirage spéciaux, ce sont des paramètres qui sont un panier de monnaie. Pour le Bitcoin, ce sont les demandes d'achat et les ordres d'achat et les ordres de vente, ainsi que les Bitcoins qui sont octroyés aux mineurs. Très bien. Et du coup, quels sont les mécanismes de taxation et de régulation au niveau du Bitcoin? Eh bien, c'est à la fois très bizarre, paradoxal et très simple. Sur les opérations en Bitcoin, il n'y a pas de taxation puisque ce n'est pas une monnaie. En revanche, le Bitcoin, c'est de la valeur. Donc dès lors que cette valeur génère un revenu ou qu'elle génère des plus-values, il y a une taxation une fois qu'on a transformé cette valeur, ce revenu ou cette plus-value en monnaie nationale. Ce qui signifie deux choses. D'abord, on est obligé de déclarer ces transactions en Bitcoin. Ensuite, on est obligé de déclarer les revenus qui sont générés par ces transactions en Bitcoin ou les plus-values. En ce sens, c'est un revenu tout à fait classique. D'accord. Et pour être concret, est-ce que c'est éligible, par exemple, à des taxes comme l'ISF ou l'impôt sur le revenu? La réponse est non. Ce n'est pas le Bitcoin lui-même qui est éligible. C'est les revenus ou les avoirs qui ont été acquis, générés ou acquis par le Bitcoin. Comme si vous acquiriez des actifs ou des revenus dans une autre monnaie. Vous êtes obligé de les déclarer et vous êtes taxé dessus selon les règles générales applicables en matière de taxation. Le Bitcoin ne présente aucune particularité de ce point de vue. Une autre question pratique, parce que certains commerçants acceptent le paiement en Bitcoin, est-ce qu'on doit demander une facture? Est-ce que libellé en Bitcoin ou en euros? Et qu'en est-il de la TVA? Vous devez demander une facture libellée dans la monnaie en vigueur sur le territoire où a lieu la transaction. Ensuite, cette monnaie en vigueur, si ce n'est pas l'euro, sera convertie soit à la date de l'opération, soit au 31 décembre, pour être valorisée dans vos comptes et éventuellement donner lieu à une taxation. La transaction en Bitcoin n'est pas directement éligible à la TVA. En revanche, le fait que vous achetiez quelque chose qui est payé dans une monnaie convertie en Bitcoin donnera lieu à la TVA le cas échéant. Si la réglementation nationale prévoit la TVA, donnera lieu à la taxation au titre de la TVA selon les règles applicables dans le territoire en question.
C'est le territoire qui détermine si la TVA est applicable ou pas, ce n'est pas la monnaie. Et là, du coup, la TVA elle sera payée en euros ou en bitcoin? Elle sera payée de toute manière à l'occasion de la transaction. Si en France, où le consommateur supporte la TVA, si en France vous commettez une transaction et que cette transaction vous la payez en bitcoin, eh bien vous recevrez une facture libellée en euros avec une conversion en bitcoin et c'est en euros que la TVA sera payée par le commerçant. Le commerçant collectera la TVA que vous lui aurez versée et la reversera après à l'État. Un autre aspect du bitcoin que l'on a vu dans la série de vidéos avec nos auditeurs, c'est que toutes les transactions sont enregistrées ad vitam aeternam. Et du coup, il n'y a pas forcément de droit à l'oubli. Ma question est, qu'est-ce que la loi prévoit sur ce sujet? Quel mécanisme peut-on appliquer pour faire prévaloir ce droit? On appliquera les mécanismes qui sont en vigueur sur Internet. Pourquoi? Parce que ce n'est que sur Internet qu'il existe un droit à l'oubli. Et donc, on transposera la situation qui existe sur Internet, où des informations sont stockées, vraies ou fausses, et où on peut exiger d'un opérateur qu'il les supprime. La difficulté va être de supprimer des informations, puisque théoriquement, on ne peut pas les supprimer. Techniquement, je ne sais pas comment on fait. Oui, mais peut-être que juridiquement, enfin en tout cas, on peut faire la demande. On peut faire une demande juridique, mais si elle n'est pas suivie d'effets techniques, quel est l'intérêt? D'accord. Donc effectivement, probablement que le droit à l'oubli ne sera pas traité prochainement. Si je peux interrompre, c'est même plus grave que ça, parce que dans une blockchain, toute information enregistrée est réputée vraie, puisqu'elle a fait l'objet d'un consensus qui l'a vérifié. Donc, peuvent devenir vraies des informations fausses. Admettons par exemple que l'on dise que la Seconde Guerre mondiale n'est pas commencée en 1939, mais en 1989. Et si cette information, la Seconde Guerre mondiale, a commencé en 1989, est enregistrée dans une blockchain, eh bien elle sera vraie pour l'éternité. C'est-à-dire vraie au sens de la blockchain. Évidemment fausse au point de vue historique, mais vraie au sens de la blockchain. Comment rectifier une information erronée enregistrée dans une blockchain? Sauf à faire ce que l'on appelle un fork, c'est-à-dire une modification a posteriori du code, je ne sais pas comment on peut faire. Ça risque d'être un grand problème dans le développement des blockchains. Et ça nous ramène à la question technique du droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, il n'a de sens que si on peut modifier l'information qui doit être oubliée, la supprimer. Autant il est facile dans une base de données qui n'est pas distribuée de retirer une information, puisqu'on sait où elle se trouve précisément dans la base de données, autant dans une base de données distribuée, c'est une gageure. D'autant plus que les choses sont dans une blockchain, les blocs sont empilés les uns sur les autres. Et donc il fallait retrouver le bloc d'origine, le modifier, le supprimer, c'est-à-dire effacer tout ce qui s'est passé après l'enregistrement de ce bloc où figure l'information. Et je ne sais pas comment on fait ça, à part par un fork. On vient de voir récemment, à propos de DAO, quelles sont toutes les difficultés que peuvent poser les forks. Ça veut dire que le droit à l'oubli, c'est un droit à l'oubli qui porte sur l'information que l'on veut faire effacer, mais aussi sur toutes les informations qui ont été enregistrées postérieurement à l'information et qui peuvent n'avoir strictement rien à voir avec cette information initiale. Parce que dans un même bloc, il peut y avoir des quantités d'informations qui émanent de tas de choses très diverses, qui émanent du Bitcoin lui-même, qui émanent de l'enregistrement de contrats, qui émanent de l'enregistrement de signatures, qui émanent de l'enregistrement de tas de choses. Et donc il faudrait pouvoir effacer tout ça. Ce qui veut dire que le droit à l'oubli, c'est une sorte de bombe atomique qui est balancée au milieu d'une blockchain. Effectivement, on voit bien que le droit à l'oubli, c'est une problématique, c'est un point difficile dans le Bitcoin. Une autre question sur la régulation autour du Bitcoin. Comment sont vus juridiquement des acteurs tels que les places de marché, dites exchange? Il y a deux choses à distinguer. Il y a la régulation, qui est un mot relativement vague. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et il y a le droit, c'est-à-dire la norme juridique telle qu'elle émane des autorités constituées, que sont les États ou les regroupements d'États. Pour le moment, ceux qui n'aiment pas le droit se réfugient derrière la régulation pour dire qu'il faudra une régulation pour les blockchains. Je suis d'un avis radicalement contraire. Moi, je suis d'un avis qui est que c'est le droit qui doit triompher. Le droit régit très bien presque toutes les situations des blockchains d'ores et déjà. Nous avons vu avec les auditeurs que la blockchain permet d'enregistrer de manière infalsifiable
des données et donc constituer une forme de preuve. Ma question est, quelle est la force juridique d'une information qui est stockée dans une blockchain? Elle a la force d'une preuve. L'ordonnance du 28 avril 2016 prévoit que les mini-bonds, c'est-à-dire des titres de créance, peuvent être émis dans des blockchains et que lorsque c'est émis dans des blockchains, ils ont une valeur de preuve. Donc le droit français reconnaît d'ores et déjà la valeur probatoire des blockchains. Il y a un élément supplémentaire, c'est que, au titre du droit de la preuve électronique, droit de la preuve qui émane de règlements européens et du Code civil, eh bien, il suffit qu'un État étranger membre de l'Union européenne ait mis en œuvre des dispositifs de preuve pour que ces dispositifs de preuve soient transposables au droit français. Or, il existe un État, l'Estonie, qui utilise les blockchains à titre de preuve. Ce qui veut dire que, d'ores et déjà, les blockchains ont une valeur de preuve. Ce ne sont pas des actes authentiques. Il y a eu, dans le cadre des discussions sur la loi Sapin 2, au printemps 2016, des amendements déposés pour faire en sorte qu'il y ait une valeur d'acte authentique, c'est-à-dire d'acte notarié donné aux blockchains. Pour le moment, il y a une preuve d'acte une valeur de preuve simple, qui est parfaitement valable entre commerçants. Disons que ça a la même valeur qu'un courrier électronique ou qu'un écrit, un contrat écrit. Et dans l'ordonnance des mini-bons, est-ce qu'il est question de registre public ou au contraire fermé? Il n'est pas précisé si le registre sera public ou fermé. Ce sera renvoyé au décret d'application de l'ordonnance, je pense. Un autre aspect que je veux aborder avec toi, ce sont les smart contracts. Pour rappel, ce sont des programmes qui vont s'exécuter de manière autonome dans une blockchain et avec un impact éventuellement financier ou de transfert d'actifs entre deux identités. Quelle est la définition juridique d'un smart contract et en quoi ça peut changer le métier de juriste? Les smart contracts, ce sont d'abord des programmes informatiques. Quelque chose de tout à fait classique qu'on connaît depuis 50 ans. En ce sens, ça ne pose aucune difficulté. Ces smart contracts, ces instructions, ces lignes de code, lorsqu'elles emportent un transfert de propriété ou un accord sur le transfert d'une chose en contrepartie d'un prix, c'est ce que l'on peut appeler des smart contracts, mais c'est aussi quelque chose de tout à fait classique. Je pense que dans ce cadre-là, les plus anciens des smart contracts remontent à 1984, lorsque les instructions boursières ont été entièrement informatisées partout sur la planète. Eh bien, ce sont des contrats. Dans ce cadre-là, ce sont des contrats. Dès lors qu'il y a un accord sur une chose et sur un prix, par exemple, je te transfère l'action A pour un prix de 100, et tu me l'achètes au prix de 100, et tu me livres en contrepartie la monnaie 100, eh bien, nous avons conclu un contrat. Qu'importe si ce contrat, nous l'avons conclu en l'écrivant sur un bout de papier, si nous l'avons conclu en discutant et en nous tapant dans la main, ou si nous l'avons conclu par un échange d'instructions électroniques. Il existe aujourd'hui sur les marchés financiers des instructions électroniques qui sont échangées dans des durées infinitésimales. On peut, dans des durées infinitésimales, c'est-à-dire extrêmement courtes, échanger des millions d'ordres de bourse. Chacun de ces ordres de bourse est en tant que tel un contrat. Eh bien, un smart contract, c'est le doublon de l'informatique, le code électronique, le code informatique qui permet de dire « je te transfère tel actif pour tel prix, et tu me l'achètes pour tel prix, et tu me livres l'argent qui va avec ». Et c'est aussi la couche qui dit exactement la même chose, mais en langage naturel. Donc c'est un double effet. C'est le double effet qui se coule du smart contract. C'est à la fois du code et du droit. Beaucoup pensent que ce n'est que du code, mais ce n'est pas vrai, parce que dès lors qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix, c'est du droit. C'est une vente ou une location. Et du coup, est-ce que tu penses qu'un juriste doit s'intéresser au smart contract et aller jusqu'à être capable d'en coder lui-même? Waouh! Un juriste doit évidemment s'intéresser au smart contract, puisque de plus en plus de contrats seront automatisés. Est-ce qu'il doit en coder lui-même? C'est une autre question qui est bien plus difficile. Pourquoi c'est bien plus difficile? Parce que qui dit code informatique, il dit bug. Les juristes sont par nature des gens un peu frileux, en plus ils n'ont pas l'expérience du développement informatique.
Ce qui veut dire que les chances pour eux de produire des bugs informatiques sont bien supérieures à ceux de n'importe quel développeur. Simplement, les juristes n'auront pas avant longtemps la compétence pour à la fois écrire des contrats en langage naturel et développer ces contrats en langage informatique. Ce qui veut dire qu'on arrive probablement dans une étape intermédiaire, avant que des juristes soient formés au code, à ce qu'il existe des compilateurs qui permettront de transformer du langage naturel en langage informatique. Parce qu'après tout, un contrat au sens classique, ce n'est jamais qu'une suite d'instructions et d'hypothèses sur des faits qui vont se réaliser ou pas, et les conséquences qu'on en tire. Par exemple, nous pouvons convenir que dans le cadre d'un contrat, si toi et moi nous nous disputons, nous irons voir tel juge. L'instruction est simple, nous nous disputons, si cette instruction est réalisée, dans ce cas-là, nous allons voir le juge en question. Ou alors, si tu ne m'as pas payé à temps, l'hypothèse, eh bien dans ce cas-là, tu me devras un intérêt, la conséquence. Et les contrats informatiques, les instructions informatiques sont libellées comme ça. Ce sont des suites de cas avec des hypothèses et des conséquences de ces hypothèses. Donc il y a une convergence naturelle du contrat en langage naturel et du contrat en langage informatique. En revanche, on ne peut pas dire que the code is law. Ça c'est faux, c'est une hérésie. La loi est la loi, et dura lex sed lex, comme disaient les latins, c'est-à-dire que la loi est dure, mais c'est la loi. Ce qui veut dire que le juge va réguler les smart contracts. Tôt ou tard, il y aura des smart contracts qui ne fonctionneront pas, avec des bugs ou avec des malveillances. Les gens qui en seront victimes iront se plaindre à un juge. Le juge fera nommer des experts. L'expert dira quelle est l'origine de la défaillance du smart contract. Et on condamnera la partie qui sera à l'origine de la défaillance. Et là, la régulation par le code, soi-disant, va s'effacer devant la loi. Et c'est très bien ainsi. Parce que c'est le juge qui a le pouvoir de donner une force exécutoire à ses décisions. Et rien ne pourra remplacer le juge. En plus, le juge travaille sur du droit vivant. C'est-à-dire qu'on lui soumet des cas. Il n'a pas besoin de théorie. Il a besoin de résoudre des cas au regard du droit qui existe à l'époque où il est saisi. Il se trouve qu'en France, le droit est amplement suffisant pour traiter à peu près tous les cas qui se produiront. On n'a pas besoin de droit supplémentaire, en tout cas à mon avis, pendant très longtemps. Et ça va être une grande force de la jurisprudence et du juge, du travail du juge. C'est un travail pratique, éminemment pratique, un travail d'expertise. Et là où les juristes devront faire un grand effort, c'est l'effort d'apprendre, non pas à coder, mais d'apprendre à comprendre le fonctionnement du code et de pouvoir travailler dans le cadre des expertises. Ce que beaucoup d'avocats spécialistes de l'informatique font déjà. Merci pour ces éclairages. Et finalement, ça nous rappelle qu'une intervention humaine est parfois nécessaire et qu'un territoire qui est complètement régi par le code, ce n'est pas forcément un idéal facilement atteignable. Et puis, est-ce que c'est seulement un idéal? Est-ce qu'il serait idéal d'avoir un territoire entièrement régi par le code? Est-ce que ce serait un idéal ou un cauchemar? Ça, on le saura, l'avenir nous le dira. Mais effectivement, on voit que c'est très difficile à atteindre. Pour ma part, j'espère que l'avenir ne nous le dira pas. Je voudrais également aborder avec toi l'aspect sociétal et politique du Bitcoin. Certains voient le Bitcoin comme une forme de constitution. Et du coup, ma question, c'est est-ce qu'on peut considérer le Bitcoin en tant que protocole comme une forme d'État complètement décentralisé? Non. Le Bitcoin peut avoir des effets sur la structure de l'État, sur la structure de prise de décision. Mais l'État, c'est un phénomène complexe. Ce n'est pas un phénomène qui se réduit à un processus de décision. Les blockchains, le Bitcoin, puisque tu en parles, c'est un processus de décision, notamment. Dans l'aspect processus de décision, les blockchains peuvent avoir un effet en permettant aux citoyens de s'exprimer et peut-être de refaire revenir autour d'eux des éléments qui ont été jusqu'à présent confisqués par l'État. Mais la vocation de l'État est bien plus large. Dans les sociétés occidentales, l'État est constitué autour de fonctions régaliennes qui sont assurer la sécurité, qui sont assurer l'éducation, qui sont assurer la santé. Et puis autour de ces fonctions régaliennes se sont développées tout un ensemble de fonctions, plus ou moins étendues selon les pays, qui vont dans des domaines très très divers. Par exemple, la sécurité alimentaire, ça relève de l'État.
le fait que l'on sache ce que dans tel ou tel aliment il y a, savoir si l'ingrédient en question est comestible ou pas, ça relève de l'État, en tout cas en France, en tout cas en Europe. Je ne vois pas comment ça pourrait être remplacé par le Bitcoin ou par une blockchain. En revanche, les blockchains peuvent jouer un rôle de simplification considérable dans l'administration de ces fonctions de l'État. Par exemple, on peut très bien imaginer que les processus de traçabilité alimentaire soient administrés par Bitcoin. Après tout, une des premières blockchains qui a vu le jour en dehors du Bitcoin, c'est une blockchain qui avait pour but de tracer les grappes de raisin depuis le moment où elles poussent sur la vigne jusqu'au moment où elles arrivent dans une bouteille, où on ouvre la bouteille et où on la déguste. C'est une traçabilité alimentaire avec toute certitude, de manière à effacer les scandales qu'on a connus sur la viande de cheval dans des surgelés ou autres. On peut aussi envisager les blockchains, et notamment les smart contracts, comme un élément très favorable pour la sécurité sociale. Tu te souviendras certainement qu'à la fin de l'année 2015, début de l'année 2016, il y a eu une grande grève en France des médecins. Médecins qui protestaient contre le projet de loi de réforme de la sécurité sociale, qui mettent à leur charge le renseignement de l'information dans le cadre du tiers payant. Le tiers payant est devenu universel et les médecins doivent renseigner les informations concernant leurs patients pour que le tiers payant en question puisse payer. Or, un smart contract pourrait très bien faire en sorte que lorsque le patient entre chez le médecin et donne ses données de santé, automatiquement, la contrepartie financière soit orientée vers le médecin et que ce soit signalé au tiers qui paye, à la mutuelle. Un smart contract pourrait très bien faire tout ce travail. Et on aurait fait l'économie d'une grande grève de médecins et on aurait fait l'économie du développement d'un système informatique centralisé et complexe. Dans ce sens, les blockchains peuvent jouer un rôle majeur dans la modernisation de l'État. En revanche, je ne vois pas comment une blockchain pourrait remplacer la police, ou pourrait remplacer un instituteur, ou pourrait remplacer un médecin. Pour ma part, je n'ai pas envie de confier une carte dentaire à une blockchain. Je ne veux pas me faire soigner les dents par une blockchain. Malheureusement, notre interview touche à sa fin. Pour conclure, j'aimerais que tu partages avec nous ta vision sur le futur juridique du Bitcoin et plus généralement de l'ensemble des protocoles de registres distribués ouverts. Le futur juridique des blockchains est lié évidemment au développement de marché des blockchains. Si les blockchains n'ont pas de développement de marché, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait de développement juridique particulier. Ce qu'il y a de certain, c'est que pour l'instant, les régulateurs s'y intéressent, mais ont décidé d'attendre. L'Union européenne s'y intéresse, mais a décidé d'attendre. Le Parlement français s'y intéresse de très près. Je l'ai dit tout à l'heure, des amendements ont été déposés dans le cadre du projet de loi Sapin 2 au printemps 2016, mais ils n'ont pas été votés. Et il est important d'attendre, parce que pour le moment, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas très bien ce qu'il faudrait en plus de ce qui existe déjà et qui est déjà très satisfaisant. En tout cas, à mon sens, c'est très satisfaisant. Il y a toute raison de ne pas se précipiter pour réguler. En France, nous avons l'habitude d'empiler des lois sur des lois. Nous blockchainons les lois, la fabrique des lois. C'est le premier produit français, la France est renommée pour 2 de ses produits. C'est la plus grande fabrique au monde de chômeurs et c'est la plus grande fabrique au monde de lois. Peut-être que les deux sont corrélés d'ailleurs. On n'est pas obligé de rajouter des lois sur des lois et des chômeurs sur des chômeurs. Attendons un peu. Nous avons en France des juges très compétents, nous avons un droit civil et un droit commercial qui sont très robustes et qui peuvent appréhender une variété considérable de situations. Attendons que les juges aient statué sur la base du droit actuel et sur les cas qui leur seront soumis. Et nous verrons bien dans 3, 4, 5, 6, 10 ans si des cas nécessitent une régulation supplémentaire par le législateur. Pour le moment, à mon avis, il est important que le législateur attende. En tout cas sur les aspects qui ne sont pas strictement financiers. Parce que pour les aspects financiers, il est évident que la création de monnaie, même si ça n'est pas véritablement une monnaie, mais la création d'actifs de réserve qui est liée au blockchain interpelle les pouvoirs publics et doit les interpeller. Parce que cela peut avoir un effet économique considérable, ça peut avoir un effet inflationniste ou déflationniste, ça peut avoir un effet de contrepoids. On a vu au moment du Brexit que le Bitcoin pouvait servir de valeur refuge, comme autrefois l'or pouvait servir de valeur refuge. Pendant un instant, une journée peut-être, le cours du Bitcoin a grimpé au fur et à mesure que les demandes
de la part des épargnants monter. La crainte du Brexit a fait augmenter la valeur du Bitcoin. Cela questionne le système financier mondial et le régulateur financier mondial ne peut pas y être indifférent. Il n'est pas improbable que l'année prochaine ou l'année suivante, la Banque européenne à Francfort s'y intéresse et décide de réguler la chose, que l'Union européenne décide de réguler la chose et que finalement le FMI et la Banque mondiale décident de s'y intéresser. Mais nous sommes là dans de pure spéculation. Très bien. Encore merci et au plaisir de se revoir à bientôt. À bientôt.